Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver le corps de Romain Barré, ses amis se mobilisent. Ils ont décidé d'organiser une marche blanche à sa mémoire le 22 octobre à Nantes. L'émotion, elle est intense, quoi. Elle est intense, l'incompréhension aussi, elle est énorme. Moi, de mémoire, je suis nantais depuis tout le temps, j'ai jamais entendu une affaire comme celle-ci. Alors comprenez bien que la probabilité pour que ça arrive à notre meilleur ami, elle est plus qu'infime. On ne peut pas imaginer ça, c'est pas possible. Donc on est aujourd'hui toujours dans le déni, faut être clair, on est dans le déni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne réalise pas, on ne veut pas réaliser. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour qu'on puisse parler de Romain, lui rendre le plus bel hommage? C'est faire une marche blanche. Et vraiment le but il est là, c'est de marquer vraiment les esprits. Surtout c'est ça, puis qu'on parle de lui, un grand appel, amis proches, amis lointains, des personnes qui ne le connaissaient pas. Ça touche tout le monde, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ça touche tout le monde, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Un mouvement de grève ce mardi chez les enseignants du premier degré. Selon les syndicats, plus de 25 écoles étaient fermées dans le département. À mobiliser pour faire évoluer notamment le système des vœux et la répartition des enseignants, ils ont obtenu gain de cause. Adrien Godet. Une rentrée catastrophique. Les mots sont de l'intersyndicale de l'éducation nationale. Parmi ces enseignants du premier degré en grève, beaucoup ont été victimes d'erreurs dans leur affectation. On m'avait nommée sur Notre-Dame-des-Landes, sauf que quand je suis arrivée là-bas, il y avait déjà quelqu'un qui avait pris mon poste. On me disait « vous allez rester ». Ah ben non, finalement, ce ne sera pas vous. Donc, impossible de se projeter. Je ne savais pas ce qui allait advenir de moi, j'attendais à côté du téléphone. D'autres sont en colère pour des raisons géographiques. Cécile Fournéron a d'abord été envoyée à Saint-Nazaire, à 65 km de son domicile. Sachant que je vis seule avec mon petit garçon, c'était un petit peu compliqué. La rentrée était vraiment hyper stressante pour moi, pour beaucoup d'entre nous, parce que je suis T1, donc je suis débutante, et que j'ai failli quand même démissionner, tellement j'étais stressée. Le message a été entendu par l'inspecteur académique. Après une réunion de près de 2 heures avec les syndicats, il a accédé à leurs revendications. C'est que les personnels puissent formuler des vœux les plus précis possibles, permettant des stabilités dans les écoles, permettant des vœux géographiques respectueux de leurs souhaits. C'est aujourd'hui que se décident les règles du mouvement 2017. En septembre cette année, 400 personnels étaient encore dans l'attente d'une nomination. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se fera, l'évacuation est pour cet automne. Les propos sont signés Manuel Valls, interrogé par nos confrères de Ouest France. Une forme de réponse à la polémique suscitée par les propos de Ségolène Royal sur iTélé, qui avait parlé de déni de démocratie à propos de la consultation sur le projet d'aéroport. Il y a un affrontement, une confrontation. Moi, ça me désole de voir que sur des sujets comme ceux-là, finalement, les choses ont tellement traîné, les choses ont tellement été mal enclenchées dès le départ, c'est-à-dire avec un déni de démocratie, un déni de transparence, un manque de dialogue, un manque d'explication, un manque de justification, qu'on aboutit à des situations comme celle-ci. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible de construire Notre-Dame-des-Landes avec un tel déficit démocratique. À Rezé, on connaît le site de Saint-Lupien, mais c'est un autre chantier de fouilles qui occupe les archéologues depuis plusieurs mois. De quoi apprendre un peu plus sur le passé antique de la ville. Ils s'imaginent déjà dans leur futur pavillon, mais avant de faire couler la chape de béton, ce couple de Rezéens a dû laisser la place à un chantier de fouilles. On savait qu'il allait y avoir des fouilles archéologiques. La seule donnée qu'on n'avait pas, c'était la durée. Entre le moment où on a acheté et là, on va dire, lorsqu'ils vont nous libérer le terrain, il sera passé 1 an. Le chantier de fouilles préventives, quant à lui, a débuté depuis août dernier. Une obligation légale avant tout projet de construction. L'objectif est de sauvegarder toute donnée scientifique archéologique. Une disposition d'autant plus nécessaire dans une ville comme Rezé. La spécificité à Rezé, c'est qu'on est vraiment sur une zone qui est archéologiquement très très sensible, avec le quartier antique de Raciatum. Et du coup, quelle que soit la surface impactée, on va avoir une investigation donc, des sous-sols par un diagnostic et puis éventuellement une fouille. Les 600 mètres carrés de terrain ont donc été passés au peigne fin. D'anciennes fondations et des infrastructures urbaines ont été mises à jour. Des vestiges datant de la période romaine du 1er siècle après Jésus-Christ. On a également trouvé des objets. Alors on a l'essentiel du mobilier qu'on trouve, ce sont des céramiques, donc c'est-à-dire des morceaux de peau cassés, et des petits objets de décoration ou des objets de parure. Tous ces objets sont désormais propriété de l'État et seront confiés à des spécialistes. Quant à la famille Belgomari, elle espère emménager fin 2017.
Dîner dans le noir complet, c'est l'expérience que proposera bientôt le restaurant de l'hôtel Radisson. Hier, quelques privilégiés ont pu expérimenter cette nouvelle proposition culinaire. Nick Ressman. Vous êtes encore plus belle que je le croyais, félicitations. Cette joyeuse bande vient de manger ensemble, dans le noir absolu. Rien ne laisse croire que 2 heures auparavant, la plupart des 30 convives ne se connaissaient pas. On laisse un petit peu complètement les apparences de côté et on lève des barrières. Et donc ça c'est intéressant aussi, la relation entre les autres. On n'a même pas envie de se vouvoyer, en fait le tutoiement vient naturellement. Enfin voilà, c'est une belle expérience humaine. Entrer dans la salle se fait par petits groupes, en file indienne. Et puis, le noir absolu, mais pas le silence. Le service dans le noir est assuré par des personnes non-voyantes, les guides parfaits dans cet univers inhabituel. La communication est importante, je dirais, puis la bonne prise des repères. Bravo, félicitations. Habituellement, on est dans la rue, on demande aux gens de nous guider. Et là, c'est vraiment une inversion des rôles, c'est-à-dire que c'est nous qui avons la compétence, entre guillemets, dans le noir, de guider les gens qui sont censés être voyants. Dans le noir vous oblige de faire confiance l'un à l'autre. Nous, on n'a pas la prétention d'apporter toutes les réponses, mais en tous les cas, on a envie que les gens se posent des questions sur leur sensorialité, sur leur rapport à l'autre, et pourquoi pas sur leur rapport aussi avec cette notion de handicap. Vivre l'expérience dans le noir est possible tous les vendredis au Radisson Blu, au moins jusqu'en juin. Rencontre avec Amin Ayoub, ce Nantais licencié au sein de l'United Fight Team vient d'enchaîner 5 victoires consécutives en MMA, une pratique interdite en France. Olivier Caillé. Les images peuvent parfois être trompeuses. Un local de quelques mètres carrés dans une zone industrielle. C'est là que Amin répète ses gammes de MMA. Depuis 6 ans, le jeune Nantais d'une vingtaine d'années a découvert le Mixed Martial Arts, une discipline pourtant interdite en compétition dans l'Hexagone. Les disciplines qui s'apparentent au MMA sont le pancrace, et le Kempo et le grappling fight. Donc, ce sont des disciplines autorisées en compétition et la différence principale avec le MMA, c'est qu'il n'y a pas de percussion au visage. Voilà. Et c'est vraiment ce point-là qui fait que ce n'est pas autorisé en France. Alors, pour assouvir sa passion, Amin est obligé de s'exiler ailleurs dans le monde. Vendredi dernier, c'est au Luxembourg qu'il a battu le double champion du monde de kickboxing. Une 5e victoire d'affilée pour cet employé municipal qui se verrait bien franchir le pas. Essayer pourquoi pas à l'étranger, parce que je vois qu'ici en France, ça bloque en tout cas, pour l'instant ça bloque. Peut-être qu'un jour, quand ça sera autorisé, là on pourrait commencer à percer, à débloquer d'autres sponsors qui me financeraient, qui trouveraient des fonds pour pouvoir m'entraîner sans devoir à travailler en fait. Mais bon, pour l'instant, mon avenir, je le vois pas ici en tout cas. Un avenir qui le verra se rendre à Lyon en novembre pour un combat de Kempo frappe au corps autorisé en France, avant peut-être de faire le grand saut. Le MEDEF Loire-Atlantique a son nouveau président, Vincent Charpin, 50 ans, chef d'entreprise dans la restauration. Son objectif, redonner un esprit de conquête aux entreprises du département. Aujourd'hui, lorsque nous faisons un constat des entreprises et de l'économie française, on est obligé de se rendre compte que les entreprises ont perdu beaucoup à la fois d'influence et beaucoup de points de compétitivité sur le territoire français depuis les 30 dernières années. Donc ce que je dis, c'est que cette situation a trop duré et elle a généré un niveau de chômage et une baisse de l'implantation des entreprises en France qui est beaucoup trop importante. Et aujourd'hui, il convient de réagir avec la conviction que nous pouvons, les entreprises et les entrepreneurs, reconquérir les territoires perdus de l'entreprise pour redonner à la France, à nos territoires, au Pays de la Loire, une prospérité qu'elle avait. Les leviers, ils sont principalement sur le terrain des idées. Moi, je suis convaincu qu'on doit mobiliser les entreprises et faire en sorte qu'elles soient entendues. Vous avez bien compris que le destin des entreprises est très souvent décidé par les gouvernements, par les ministères. Même s'il existe un dialogue social en France, l'arbitrage est très souvent entre les mains de l'État. Donc nous devons apprendre à mieux nous faire entendre des ministères pour être capables de mieux générer les points qui nous intéressent au sein d'une loi.
Donc Yellow, c'est un cercle de réflexion qui existe en parallèle du MEDEF et qui est ouvert à tous les entrepreneurs et à toutes les associations, à tous les réseaux d'entreprises, y compris la CGPME, l'UPA et tous les clubs d'associations, dans lequel on les invite à venir réfléchir avec nous sur les moyens de mieux faire entendre la voix des entrepreneurs sur notre territoire des Pays de la Loire et globalement sur la France. Gagner en influence, non pas pour faire gagner notre chapelle des entrepreneurs, mais pour faire gagner la France. On est assez optimiste, on attend un grand succès, j'en parle autour de moi régulièrement et je vois bien que cela stimule énormément l'intérêt des chefs d'entreprise qui aujourd'hui mesurent qu'ils ne sont pas entendus et qu'ils ne sont pas écoutés. Nous avons, nous aussi, entrepreneurs, droit à l'émotion. Et c'est l'émotion qui parle, c'est bien sûr le français patriote qui parle. Je n'ai pas envie de voir STX partir entre les mains d'intérêts économiques étrangers. Voilà. Je souhaiterais qu'effectivement la France puisse garder ce fleuron industriel. Et il me paraît essentiel qu'elle le garde, puisqu'il y a aussi des enjeux de défense nationale qu'on ne peut pas brader à l'étranger. Pour autant, je ne suis aucunement opposé à ce qu'une solution de conglomérat avec des intérêts étrangers, et notamment européens, comme ça peut se dessiner avec l'italien Fincantieri, soit mise en place. Il faut rester modeste dans ses capacités d'influence sur des dossiers comme cela. Il s'arbitre, bien sûr, au-delà de mes propres prérogatives, mais la voix de chacun d'entre nous porte. Et la voix unitaire est importante lorsqu'il s'agit d'un dossier qui concerne un territoire comme celui des Pays de la Loire. Ma position n'a pas changé là-dessus. J'ai eu l'occasion de l'exprimer à François Hollande il y a 3 semaines lors d'un passage à l'Élysée. Il faut absolument commencer les travaux, à la fois parce que nous avons bien sûr besoin de cet aéroport. Vous savez, Nantes et la région des Pays de la Loire ne seraient pas ce qu'elle est si Nantes n'avait pas eu ce port dans l'histoire économique du territoire. Donc cet aéroport, c'est la même chose. Je fais une analogie. Nous sommes à la péninsule, l'ouest de la France. Nous avons absolument besoin de nous ouvrir sur le reste du monde. Donc c'est une nécessité à la fois pour le développement économique, pour s'assurer que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent vivre et travailler sur notre territoire. Et puis à la fois, à très court terme, c'est une question, si vous voulez, d'autorité de l'État et puis de salubrité publique, puisque nous avons des problèmes d'ordre public majeurs, principalement à Nantes, à cause des zadistes qui résident à Notre-Dame-des-Landes.